On a le plaisir de recevoir Richard Malka sur le plateau du MAG. Bonsoir et merci d'être avec nous, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit de la presse et de la liberté d'expression, avocat entre autres de Charlie Hebdo, Carla Bruni, Benjamin Griveaux, Mila. Vous faites partie de ceux qu'on appelle les ténors du barreau, mais c'est sous un autre jour qu'on vous accueille ce soir, à des années-lumière des prétoires, encore que. Après Tyrannie, vous publiez votre deuxième roman, ça s'appelle Voleur, le voleur d'amour, chez Grasset. C'est un beau titre. Alors, pour être honnête, il n'est pas de moi. C'est mon éditeur. D'accord. Vous aviez pensé à quoi? Alors, moi, je voulais l'appeler du nom de mon héros, Adrian Van Gogh. Voilà. Ah oui. Et bon, c'est finalement... Je fais confiance toujours dans mes éditeurs. Le voleur d'amour. Alors, avant d'entrer dans le cœur de votre roman assez gothique qui va nous emmener faire le tour du monde et la traversée de 2 siècles, une question d'actualité avec cette une du Parisien, impossible d'y échapper. Culture, 1 an sans public. Vous faites aussi partie... Du public et de la culture. Des deux côtés. Alors, est-ce qu'il faut être solidaire du hashtag Rebranchons la culture? Est-ce que vous êtes dans le même mouvement? Et moi, je ne fais pas partie des 66 millions d'épidémiologistes, de médecins, de scientifiques, donc je n'ai pas forcément un avis très autorisé sur la question. Je suis content que les librairies soient considérées comme des commerces essentiels. Oui, ça vous arrange. Un peu égoïstement. Et donc égoïstement, moi j'aimerais bien qu'ils rouvrent les théâtres, les cinémas. Et vous considérez que ça manque, quand même. Et oui, moi, les restaurants. Et les restaurants. Bon, vous voyez, chacun ses centres d'intérêt. Chacun sa spécialité. L'essentiel, effectivement, ce serait que tout puisse rouvrir, mais il va falloir encore un petit peu patienter. Alors, c'est un livre, non pas sur un amour impossible, mais des amours impossibles. Déjà, l'amour maternel. Oui, c'est une réflexion, c'est une extrapolation sur la part de luminosité et d'obscurité que nous avons chacun de nous, et surtout sur cette quête d'amour qui nous... qui nous guide du premier jour au dernier jour de notre vie. Et notre héros en a été beaucoup privé pendant sa petite enfance, ce qui fait qu'il développe un don qui est en même temps une malédiction, qui consiste à puiser, à voler, à aspirer l'amour des personnes qu'il embrasse, quand il les embrasse, et ça le rend éternel, et ça lui permet ensuite de traverser les continents. Parce qu'il est né au XVIIIe siècle. Né au XVIIIe siècle à Venise. Alors pourquoi Venise Parce que j'aime Venise. C'est aussi bête que ça, parce que je connais bien cette ville, parce que c'est très romanesque, Venise. Voilà, c'est... Le 18e. Alors, dans une première version, ça commençait à Sarajevo. Pour vous dire, c'est pas tout à fait la même ambiance. Mais après, je le fais voyager en Afrique, en France, beaucoup, aux États-Unis. Vous vous souvenez du moment précis où vous avez eu cette idée du voleur d'amour, de voler l'amour par un baiser et l'immortalité? En fait, je commence pas par une idée, je commence par une phrase. Et puis, je vois où elle m'amène. Et donc, je me souviens du moment précis où la première phrase est arrivée. C'était en regardant une série, d'ailleurs, qui s'appelle Penny Dreadful, dans cet univers gothique que j'aime beaucoup, parce que c'est un héros gothique, tragique et romantique. C'est un vampire sentimental. C'est un vampire du sentiment d'amour, effectivement, c'est pas du sens, et il puise dans les personnes les hormones de l'amour, du plaisir, du désir. C'est un super-héros, parce que la question de Léa, c'est quand même comment vous est venue l'idée d'inventer un héros qui est à la croisée des chemins. C'est à la fois un vampire, c'est un super-héros. Parce que les super-héros, leurs super-pouvoirs leur viennent dans la petite enfance, quoi. Il y a un accident, il y a un trauma, et puis paf. Super-héros, très sombre. Il est sombre, il y a des super-héros sombres. Alors, Batman est un super-héros vengeur et sombre. Voilà. L'idée de départ, c'était effectivement de réinventer, de réinterpréter le mythe du vampire. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'un vampire du 21e siècle puiserait? Et je me suis dit que le sentiment amoureux était devenu central à notre époque. Mais parce que ça a remplacé le devoir. Aujourd'hui, ça a remplacé le devoir envers Dieu, le devoir envers le roi, y compris le devoir envers sa famille. Quand on n'aime plus, on divorce aujourd'hui. Donc c'est devenu un sentiment absolument central dans nos sociétés. C'est le sentiment qui structure nos sociétés et donc
qu'est-ce qu'on pourrait voler de plus précieux Mais que vous parlez de l'amour l'amour de soi ou de l'amour des autres? Parce que l'amour d'autrui, il est rare, il se construit. Il y a des gens qui dédient leur vie Mais à ça absolument. et qui ne sont pas des monstres, au Et contraire. précisément, Et vous parlez de l'amour de soi. Adrian a une spécificité, c'est qu'en plus de voler l'amour, il en apprécie les différentes saveurs. Et Alors, tous c'est ces vrai. amours dont vous parlez n'ont pas le même goût. Ça, ce sont des moments extraordinaires dans le livre, effectivement, parce du coup, on peut projeter un baiser qu'on ferait à quelqu'un qu'on aime en se disant, mais mon Dieu, c'est fou tout ce qui peut passer à travers la tête, à travers les sensations, sans qu'on s'en rende compte. Sauf que lui les décrit, ces sensations. Et il tombe sur des personnages qui n'ont aucun goût, aucune histoire, qui sont sans saveur. Et puis, non mais, c'est étonnant la façon dont vous avez écrit ça. Est-ce qu'il y a une part de vécu là-dedans ? Chaque baiser a un goût particulier. Non, mais à ce Pour point-là, chacun de nous. vous êtes ultra sensible quand même, ou hyper sensible, parce que non, mais la façon dont il décrit cet acte-là, c'est. Bah oui, et puis en plus, il trouve des C'est un voleur goûts d'intimité. savoureux dans des personnes qui ressemblent à rien, et puis. oui. Comme un avocat. Ouais. Voilà. Non, mais, si vous voulez, il y a deux façons de lire les choses. Soit vous avez recyclé, enfin quand je dis recyclé, dans le bon sens du terme, mais des rencontres amoureuses avec leurs enthousiasmes et leurs déceptions, en se disant, ben voilà, je misais beaucoup sur celle-là, puis finalement, il s'est avéré que, bof. Ou alors sur des clients. Des clients qu'on a envie de sauver de la potence, je parle comme si on était au Far West, et finalement, dont on se dit, bah, c'est pas un super client, quoi. Je ne sais pas répondre à votre question. Un écrivain, c'est un pirate. Il vole tout ce qui l'entoure. Donc évidemment, dans mes livres, comme avant dans mes bandes dessinées, se retrouvait absolument tout ce que j'avais autour de moi, tout ce que j'avais vécu comme avocat, tout ce que j'avais vécu comme personne dans ma vie privée. Bah voilà, on prend, on vole. À nouveau, et puis ça se retrouve un jour et ça fait une histoire dans un livre. Vous êtes devenu un spécialiste du baiser. Ouais. Vous les classez, vous les classifiez, vous les mettez dans des petites cases Et avec d'ailleurs- des C'est boîtes. très important de les baiser. C'est vrai. Mais Et d'ailleurs, c'est- comme je le dis pas le vampire, contraire. il pourrait être repoussé par l'ail, ce super-héros. Mais non, mais c'est ce que je dis aussi. L'amour, ça peut se décider. Le désir, jamais. Et le goût des baisers, c'est comme ça. C'est instinctif. Mais ce héros- on aime ou on n'aime Et pas. ce héros va aller vers toutes sortes d'êtres humains, des hommes, des femmes. Ah bah, il des a femmes l'éternité âgées. devant lui, donc effectivement, il sait tout. Il y a la question de l'inceste qui est clairement posée, Bah oui. qui est même. Bah, tant qu'à écrire des posée. livres, autant que Oui. ce soit fait pour interroger les marges. Finalement, sinon ça sert à rien. c'est le dernier endroit de la liberté d'expression, le roman. Là aussi, il commence à y avoir des problèmes parce que, on le voit aux États-Unis, il y a des relecteurs de sensibilité pour qu'il n'y ait pas des mots, des phrases qui heurtent des communautés. En France, on n'en est pas encore là, mais il y a quand même. Mais moi, je considère que, alors si on n'est pas libre dans un roman, c'est pas la peine de Vous avez commencer à fait l'écrire. relire votre livre par un avocat? Non, je me suis relu moi-même avec une. Cela étant dit, aux États-Unis, votre livre, il passe pas. Il n'est pas passe publié. il passe Par pas. exemple, avec une petite fille. Donc on pourrait imaginer qu'il y a de la pédophilie. Alors non, parce que je c'est un crois que geste c'est une pédophile. scène très Mais belle et justement, très émouvante. La scène est effectivement très belle, mais est-ce que vous vous êtes posé à un moment la question? Pas sur celle-là, mais comment est-ce que je l'aborde? mais oui, je me suis posé la question. Alors, pour être très honnête, je me suis posé une double question sur ces questions d'Adrian Van Gogh qui veut goûter aussi l'amour inconditionnel des enfants, qui a une saveur très particulière et qui effleure les lèvres d'un enfant. Et une scène qui se passe en Afrique, puisqu'il voyage à travers les continents. Et là, on peut pas s'empêcher. Et c'est terrible aujourd'hui de se dire, mais comme je suis blanc, est-ce que j'ai le droit d'écrire sur l'esclavage, sur la traite? On se pose ces questions. Il y a quelques années, mais ça ne m'aurait pas effleuré l'esprit. Mais effectivement, la pression est telle que même un écrivain, ça se pose ces questions. Mais vous ne vous êtes pas censuré. Mais je ne me suis pas censuré. À On ne aucun peut pas moment. défendre la liberté d'expression et se censurer quand non, on écrit. mais non, alors il y a un troisième passage où je parle du désir d'une femme qui est un désir de soumission. Là aussi, c'est des thèmes qui sont devenus un peu sensibles. C'est un livre très cinématographique quand même, parce que quand on le lit, on peut penser évidemment à des films de vampires, mais on peut penser à Highlander aussi, qui avait été un carton au cinéma dans les années, fin des années 80, début des années 90. Et puis, ça parle d'aujourd'hui, parce que votre héros n'existe pas sans une épidémie, me semble-t-il. Il y a une épidémie qui tue ses frères aînés. La Alors, scarlatine, oui,
peut-être pas trop début, dévoiler, mais en tout cas, Bon. une épidémie explique pourquoi il manque d'amour. Oui. Et cette épidémie, elle vous a inspiré? Elle est venue comme ça ou vous pensiez Oui, déjà je précise que j'ai écrit ce livre bien avant, la pandémie. Covid, Oui, mais ce livre, vous l'avez commencé aussi peu de temps après les attentats contre Charlie Hebdo. Oui, alors en fait... C'est important aussi de rappeler le contexte dans lequel il vous est venu. Effectivement, il y a un lien qui est qu'au moment des attentats, j'étais en train d'écrire mon premier livre, que j'ai arrêté parce que j'étais plus capable d'écrire une seule ligne. Et puis 6 mois plus tard, quand l'envie d'écrire est revenue, parce que j'écris depuis 20 ans et que je peux pas faire autrement, ma plume était tellement noire que j'étais incapable de reprendre le premier livre. Il y avait une rupture de style trop forte. Et donc j'ai écrit une nouvelle très sombre à Sarajevo, qui est devenue quelques années plus tard ce livre qui se passe entre Venise et New York. Votre éditeur dit de vous qu'il y a deux Richard, l'avocat juvénile qui aime la vie, la lumière, et puis celui de ses livres qui révèle une âme plus tourmentée qu'il n'y paraît. Elle est aussi tourmentée que dans le roman, cette âme-là. J'ai peut-être quand même un peu forcé le trait, mais oui, bien sûr, on ne fait que livrer des morceaux de soi-même. On n'écrit jamais que sur soi-même, quoi qu'on écrive, même quand c'est un roman fantastique. David évoquait tout à l'heure les super-héros, on parle de monstres aussi, mais vous allez chercher l'humanité chez les monstres. Et c'est vrai que c'est un monstre. C'est ce qui m'intéresse, oui. Mais on est obligé de l'aimer, ou en tout cas de le comprendre. Est-ce que ça veut dire que vous êtes avocat aussi quand vous écrivez, que vous prenez la défense de vos personnages? Je suis donc tout ça à un moment se mélange. Et effectivement, clairement... oui, je suis touché et ému par la part d'humanité que l'on trouve toujours chez les monstres, quand on les a en face de soi. En tout cas, chez les monstres qui se savent monstres et qui aspirent à l'humanité, mais qui n'y arrivent pas. Votre monstre à lui, son besoin d'amour, il est tendu comme un élastique par l'amour qu'il n'a pas eu enfant. Il a des parents qui ont vécu pour leur passion ou qui se sont regardés en chien de faïence et qui ont regardé leur amour à eux, mais qui ne se sont pas préoccupés de leur rejeton. Est-ce que vous avez une blessure de ce type-là? Non, moi j'ai été très aimé. Vous avez été un enfant aimé, rassurez-nous, quoi, parce qu'on est inquiet parfois. Non, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas. On écrit. Et puis c'est aux autres d'analyser. Souvent, ce sont mes lecteurs qui trouvent des sens et des significations assez justes à ce que j'écris et que je n'ai pas vu en écrivant. Et c'est un travail qu'on est obligé de faire nous, comme vous êtes obligé de le faire vous quand vous avez un client. Quand vous avez un client qui a une très forte condamnation et qu'il faut lui trouver des circonstances atténuantes, est-ce que ses parents l'ont aimé? Est-ce qu'il a été frappé ou violé quand il était petit? Est-ce qu'il est mal parti dans la vie? Finalement, nous, on s'est penché sur votre héros de cette façon un peu là, comme vous le faites. Absolument. Vous avez une prédilection pour les monstres, vous, dans le prétoire? Non, pas vraiment, parce que j'ai arrêté d'ailleurs de faire du pénal. J'ai arrêté de faire du pénal, mais pas parce que j'avais une répulsion envers ces personnes-là, mais parce que je trouvais ça trop dur. J'ai pas le cuir, Qu'est-ce que vous j'ai pas le trouviez... cuir assez épais. On peut pas dire que la vie ensuite m'est beaucoup épargnée. Mais c'était paradoxalement pour me protéger que j'ai arrêté de faire du pénal. Et la vie vous place toujours devant ce que vous n'avez pas réglé. Et devant ce que... Oui. Voilà. Et finalement, c'est ce que vous réglez peut-être aussi à travers le roman. Mais sûrement, mais là aussi c'est un paradoxe, parce que pour le coup, j'aime pas beaucoup parler d'émotions. Et du fait de ce livre où je pousse les curseurs des émotions au maximum, on m'interroge beaucoup sur des parts d'intimité que je n'aime pas livrer. Mais là, vous n'y coupez pas. Mais j'y coupe pas, et je ne peux pas y couper. Et il faut être cohérent avec moi-même. Effectivement, ayant écrit ça, je ne peux pas me dérober ensuite. Olivier ? Non, mais tout à l'heure, je vous entendais dire j'ai de la tendresse pour les monstres. Et je me dis que quand on est avocat, à partir du moment où on considère qu'en face de nous, on a un monstre, on ne peut plus le défendre. Le côté monstrueux vous empêche de le défendre. Il faut balayer ça. Sauf si on voit la part d'humanité. En fait, ça n'existe pas. Un monstre à 100%, ça n'existe pas. Vous êtes à cette distance-là, vous regardez ses yeux. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embrasser, je ne vais pas vous voler votre amour. Je vous vois vous reculer comme ça. J'ai davantage peur de la maladie et du Ça fait un bon moment de C'est vrai qu'avec le Covid, c'est compliqué. Mais ça n'existe pas. Vous trouvez toujours de la peine, de la tristesse. On ne devient pas monstre comme ça. C'est pas vrai. Ouais, oui, mais quand on prend conscience qu'en face de soi, on a un monstre, quand on en prend conscience, on ne peut plus faire son boulot d'avocat. Si.
Mais si, parce que tout le monde lui jette des pierres, parce que ce sont des réprouvés comme Adrian Van Gogh, et qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui... Du coup, on a encore plus envie de les défendre. Un devoir. Par devoir. Pas un devoir. Non, je vous assure, c'est ma nature. Adrian Van Gogh. Adrian Van Gogh, c'est le nom de votre héros. Ouais. Vous avez voulu donner à votre livre le nom de votre héros, ça devait être le titre. D'où il est venu ce nom du héros? Peut-être. Est-ce que c'est votre héros de science-fiction, le Canadien Van Vogt? Ah non. 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 Bon, j'ai tenté ma chance. Non. Van Gogh, d'où ça vient? Van God, Gogh, ça veut dire bien en allemand, c'est Oui, ça, hein? oui, mais ça veut dire Dieu. Le dieu. Oui, mein Gott. Mais Non, ça vient. Je cherchais. C'est important les noms. La sonorité. La sonorité est importante et je cherchais une sonorité un peu gothique. Donc, gothique, voilà. mais bien sûr, il faut... Voilà. Mais oui. il fallait chercher midi à 14h parce que je sais aussi simple que ça. Non, mais je sais que vous aimez beaucoup la science-fiction et notamment Van Vogt. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose quand même. Vous n'y avez pas pensé. Il y a un passage qui m'a marqué. Il y a 2 chemins de vie, Anna. Donc c'est Adriane qui s'adresse à son amour d'aujourd'hui. Certains commencent par se regarder au travers des autres pour finir par trouver leur vérité. À l'inverse, certains se regardent avec lucidité, puis, n'aimant pas ce qu'ils voient, privilégient leur reflet. Vous êtes sur quel chemin? C'est marrant parce que vous êtes la première à relever ce passage plutôt que d'autres, mais effectivement, il est intéressant. Non, moi, j'essaie d'aller vers ma vérité. Et c'est ce qu'on fait quand on écrit, en fait. À travers le regard des autres, vous essayez de découvrir votre vérité. Non. Vous vous regardez, vous aimez pas et vous regardez les autres. L'analyse Non, solide de Richard alors là, non, Malka. je suis plutôt tranquille avec moi-même. Et j'essaie d'aller de plus en plus avec l'âge à l'intérieur de moi et en me passant du regard des autres. Qu'est-ce qui vous fait le plus... Ce qui n'est pas facile. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer, une plaidoirie réussie ou un roman réussi? Il y a une intensité dans une plaidoirie qui est unique. Et qui est immédiate, l'adrénaline. surtout. C'est de l'incandescence, en tout cas, quand on n'a pas de masque et que les autres n'ont pas de masque, parce que là, ce n'est plus possible. Quand on arrive à quelque chose qui s'approche de l'éloquence, quand on emporte, on le sent physiquement, la salle, les magistrats, ça se sent. Et on sent qu'on peut les emmener partout où on veut avec le pouvoir des mots. Ça, c'est magique. Mais c'est une pression, c'est inhumain. Pour moi, c'est une souffrance terrible. C'est une profession que vous envisagez peut-être d'abandonner parce que justement, elle épuise, elle vide, elle vampirise? Oui, elle vampirise vraiment. Non, parce qu'effectivement, c'est une dose d'adrénaline qu'on ne retrouve pas quand on écrit un livre. Mais en même temps, je ne pourrais pas me passer d'écrire. Mais c'est plus intense. Oui, il y a du public. Ouais, et puis, alors après, la différence quand on écrit un livre, c'est qu'on n'a pas de robe. C'est une grosse différence. Ah ouais? Oui, là, on n'a pas de Rien ne d'uniforme, vous empêche de porter ce que vous voulez. Comme C'est vrai. Non, mais on est à poil, quoi. Est-ce que pour vous, là, c'est une question un peu philosophique, mais est-ce que la justice existe encore? Elle est de plus en plus contestée, chacun a la sienne, il y a des gens qui veulent s'en passer, elle représente une institution politisée, traversée par des intérêts qui n'ont plus rien d'universel. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose, la justice Mais la justice est totalement imparfaite, et elle le sera toujours. Parce qu'elle est exercée par des êtres humains. Mais surtout, elle est court-circuitée, là. Elle est court-circuitée en ce moment. Non, mais elle n'est pas plus... Par les réseaux sociaux, par les discussions, par les... C'est la société dans son intégralité qui est court-circuitée par ces changements anthropologiques. Mais oui, s'il y a encore une justice, tout aussi imparfaite qu'elle soit. Et s'il n'y en avait plus... Et des justiciers. Non, mais sans justice, on est dans la foule. Donc dans la barbarie. Vous croyez aux justiciers? Vous croyez aux justiciers? Quelqu'un qui participe à la justice est forcément contre les justiciers. C'est l'antineux, c'est l'antagonisme absolu, le justicier. La justice, c'est le droit, d'abord, donc c'est pas le justicier. Et j'en reviens au roman, Adrian Van Gogh a quelque chose du oui, justicier aussi. Mais c'est toute la complexité de ce personnage. C'est un monstre justicier et il rend une justice, et il y a des moments... Un peu expéditif, mais ça fait du bien. Mais quand il part en Afrique et qu'il en dégomme 2 ou 3, c'est vrai qu'on est avec lui et qu'on a envie de les dégommer, même si sa sauvagerie fait un peu peur. Mais c'est dans un roman, ça reste dans un roman.